Vous savez, quand vous êtes capitaine, qu'est-ce que vous essayez d'avoir? C'est d'avoir un discours qui soit unanime pour avoir une force commune et d'aller tous dans le même sens. Donc, c'est essayer de trouver les mots qui rassemblent. Des fois, c'est pas facile parce que vous avez des générations qui sont différentes, qui ont des points de vue qui sont différents et, euh, et qui comprennent pas forcément. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à Frédéric Déhu. On va parler de plein de choses. Barcelone, la Coupe d'Europe avec Lens, le titre, Marseille. C'est parti. Qu'est-ce que tu tires de ton année à Barcelone? C'est quoi ce que tu as réussi à obtenir de cette année à Barcelone, sur toi-même, sur ton jeu? Qu'est-ce que t'as tiré de cette expérience? Je me suis imprégné de tous ces joueurs qui étaient dans D'accord. l'effectif où la gagne est ancrée en eux. C'est-à-dire que même le moindre jeu, c'était se préparer à ce qu'on allait être confronté le week-end et dans toutes les difficultés parce que quand vous êtes une équipe aussi attendue avec les joueurs, je vous assure que c'est une remise en question permanente parce que pour ces joueurs-là, il s'agit pas d'être au haut niveau 6 mois sur 12. Non, c'est 12 mois sur 12. Et Ouais. c'est ça que j'ai appris à leur contact, c'est ce professionnalisme, c'est cette détermination, cette exigence du haut niveau qui permet de pouvoir prétendre à gagner des choses. Et c'était qui ton gars sûr au Barça? Dani Garcia, un attaquant qui a joué à Majorque, qui est passé par le Real, Majorque, Tenerife, non, Saragossa. Voilà, c'était mon compagnon de chambre, c'est celui qui m'a intégré. Il y avait lui et Bolo Zenden. D'accord, Ah oui, néerlandais. le néerlandais. Tu parles pas espagnol quand t'arrives Ah non, non. ou alors t'as pris des cours? Alors là aussi, une certaine anecdote, c'est-à-dire que quand je vais signer mon contrat au Barça, donc j'arrive, je fais tous les tests médicaux sans avoir aucune notion d'espagnol à part mes 2 années de quatrième et de troisième à l'école, au lycée. Donc voilà, des notions qui sont très 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 faibles. Mais bon, ça me pose pas de problème parce que j'ai un interprète qui me traduit les choses. Donc je fais tous mes tests médicaux. Après, je vais visiter toutes les installations. Et pour finir la journée, j'ai donc un entretien avec l'entraîneur qui est Luis Van Gaal, où on est en tête à tête plus l'interprète pendant une demi-heure. Et donc il m'explique un petit peu son schéma de jeu, ses intentions, comment il voit les choses me concernant, patati patata. Et il finit son espèce de monologue par écoute, on reprend l'entraînement dans 2 jours. 3 jours après, on s'en va en stage et on rentre 15 jours suivants. Et donc, ça te donne 15 jours pour commencer à apprendre la langue. Et puis, dans 3 mois, je veux qu'on ait une conversation et que tu parles l'espagnol. Et comme voilà, de toute façon, c'est l'exemple type de mon caractère. Je suis un homme de défi. J'ai dit, OK, pas de problème. Et il faut savoir, c'est que pendant toute cette période, quand je suis, mais c'est vrai, hein, c'est véridique, hein, je suis sorti du bureau du coach. Donc, on est parti avec la voiture pour aller à l'hôtel. Sur le trajet de l'hôtel, j'ai fait arrêter le chauffeur à un kiosque. J'ai acheté 2 dictionnaires d'espagnol, français-espagnol. Et tout le Ah. temps que j'avais, j'apprenais 5 pages du dictionnaire. Waouh. Pendant le stage, tout mon temps libre, je lisais donc mon dictionnaire ou le livre que j'avais où il y avait de la traduction facile français-espagnol ou espagnol-français. J'avais aussi acheté, parce qu'on était encore à l'époque du Walkman, Ouais. donc j'avais acheté Les des cassettes. cassettes franco-espagnoles et je passais mon temps à écouter de l'espagnol. L'espagnol, je mettais la radio en espagnol et en 3 mois de temps, je parlais espagnol. Mais tu devais parler mieux que Van Gaal, j'imagine, 3 mois plus tard. Pas mieux, mais disons que je pense que ouais, j'étais pas loin de pouvoir rivaliser avec lui sur la langue. Excellent. Ah, c'est une belle anecdote. Quand tu pars de Barcelone, t'as d'autres offres que Paris ou t'as principalement Paris? Alors oui,
faut savoir que je dois signer à Bordeaux. Rien à voir. Vraiment rien à voir. Hein. Normalement, je dois signer à Bordeaux parce que Bordeaux est en instance de transférer Sylvain Wiltord à Arsenal Oui. et ils veulent utiliser l'argent du transfert pour payer le transfert, donc mon transfert à Barcelone. Et j'étais déjà tombé d'accord avec les dirigeants bordelais et le transfert de Wiltord à Arsenal a tardé et jusqu'au 30, le 30 au soir, je me souviens, Jean-Luc Lamarche que j'avais eu comme directeur sportif à Lens m'appelle. Il me dit Fred, ça t'intéresse Paris? Je lui dis écoute Jean-Luc, sache que j'ai donné mon accord à Bordeaux, mais il faut attendre le départ de Wiltord à Arsenal, sinon ça peut pas se faire. Il me dit bah tu sais quoi, viens à Paris. Demain nous on joue contre Saint-Etienne. Tu assistes au match. Si les choses n'avancent pas du côté de Bordeaux et de ton transfert, et ben au moins tu seras sur place et on pourra régler les choses assez rapidement. Waouh. Il dit ok. Waouh. Hyperbolox. Ok. Donc j'ai dit ok, pas de problème. Donc je suis monté sur Paris, j'ai assisté au match et à la victoire du PSG 5-1. Et puis les choses n'avançaient pas et puis Paris m'a fait une proposition. J'ai dit ok, banco. Mais à la base, je dois signer à Bordeaux. Et donc Paris, pour nos auditeurs qui se souviennent pas, c'est vraiment un projet Canal, je crois. Ils ont 500 millions de francs, donc environ 80-90 millions d'euros actuels. Alors ça fait pas rêver maintenant vu les sommes, mais à l'époque c'était quand même énormément d'argent. C'est tout un projet qui se monte avec Anelka. Je crois que c'est Peter Luxin aussi qui arrive. Enfin toute une pléthore, un peu une dream team, en fait, vraiment une dream team à la française. Toi, tu viens du Barça, donc tu as encore, j'imagine, des étoiles dans les yeux. Mais quand tu arrives à Paris, quelles sont tes impressions, en fait? Est-ce que tu sens que ça va être une année, parce que la première année est un peu difficile, mais est-ce que tu sens que ça va bien se passer? Quelles sont tes impressions, justement, au vu de ton expérience barcelonaise? Au bout de 15 jours, je me dis merde, dans quoi j'ai mis les pieds? D'accord. Et c'est là que tu appelles Daniel Leclerc. Parce que, comment dire, en fin de compte, c'est vrai, c'est l'année où ils ont voulu faire le pari des joueurs des banlieues. Et alors pas le fait que ça soit des joueurs de banlieue, c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est que je me retrouve dans un effectif où je ne me ressens pas, j'ai pas ma place. J'ai pas ma place parce que la majorité des joueurs ont des centres d'intérêt qui ne sont pas les miens, sont des générations différentes. Et même si ce sont des joueurs talentueux, voilà, on est quelques joueurs à se poser des questions sur notre présence dans l'effectif. Et c'est pour ça que cette alchimie a eu du mal à prendre, malgré la qualité exceptionnelle de l'effectif. Mais c'est là bon bah voilà, des fois la mayonnaise elle prend et elle monte, et puis des fois bah vous avez beau battre, ça prend pas et c'est complètement raté. Et ça a été le cas. Donc ça a été une première année compliquée avec un changement d'entraîneur parce que moi je me retrouve à signer donc le 31 août, le dernier jour du mercato, avec un projet présenté par Jean-Luc Lamarche, le président Perper et puis Philippe Bergerot comme entraîneur. Et puis je crois que c'est même pas un mois après, ouais, peut-être 40 jours, 45 jours après. C'est en novembre que Bergerot est renvoyé. La venue de Luis Fernandez. Donc c'est un projet qui est revu complètement avec une idée de jeu complètement différente, une philosophie complètement différente. Et c'est pas pour cette philosophie et cette idée de jeu que pour laquelle j'étais venu. Donc voilà, on se pose des questions et on revient vite à la raison et à la réalité et puis à se remettre dans le chemin du travail pour atteindre des objectifs qui sont ceux du PSG, qui sont moins comment dire, moins glorieux que ceux actuels, mais voilà, les moyens étaient différents et le PSG des années 2000, en fin de compte, cherchait un petit peu sa reconstruction qu'ils ont trouvé par là. Juste pour les auditeurs, hein, pour rappeler un petit peu le PSG 2000, tu as le Tizi, tu as 11 internationaux, hein, tu as le Tizi, entre autres le Tizi, El Karkouri, Godwin Okpara, tu as Ali Benarbia, donc toi, Christophe Robert, Gigi Okocha, et puis Anelka, Christian le Brésilien et Dalmat et Luxin. Donc quand même, niveau talent,
c'est très très solide, mais comme tu dis, il y a quand même une fracture au sein du vestiaire avec comme des petits problèmes générationnels. Toi, sur cette première année, c'est qui ton gars sûr? Oui, il y a plusieurs joueurs avec qui je m'entends bien. Lionel Letizy, Dominique Casagrande, JJ Okocha, Ali Benarbia. Voilà, il y en a plusieurs. Laurent Robert. En général, je m'entends plus ou moins bien avec tout le monde. Mais voilà, vous savez très bien que dans un vestiaire constitué de 25 joueurs, vous n'avez pas des affinités avec l'ensemble des joueurs. Celui qui vous dit qu'il est bien avec tout le monde, c'est un menteur. Et moi, je suis pas mal, je suis pas bien avec tout le monde, mais je suis pas mal. Et simplement, on n'a pas les mêmes affinités, les mêmes centres d'intérêt. Et ce qu'on vit dans le vestiaire, automatiquement, il y a une répercussion sur le terrain. C'est systématique. Et alors du coup, est-ce que Fernandez essaye de reconstruire ou de créer une sorte de complicité entre les joueurs? Alors je sais qu'il y a parfois des barbecues qui se font ou des soirées entre joueurs pour resserrer les liens. Est-ce que c'est le style de Fernandez ou pas du tout? Non, Louis apporte son dynamisme, sa vision et ses idées et surtout ses facultés à générer certaines tensions avec certains joueurs. Donc voilà, au mois de janvier, je crois que si, si je dis pas de bêtises, c'est l'année où arrive donc Ronaldinho, Gabriel Heinze, Pochettino. Voilà, il essaye d'apporter du changement et surtout que lui restait sur un passage en Espagne où ça avait plus ou moins bien marché, donc il s'inspire Ouais. de cette éducation à l'espagnol ou d'Amérique latine. Donc il Mais essaye d'imprégner l'ensemble des joueurs de l'effectif à cette mentalité et bon, ça, c'est pas une réussite quoi. Et alors Ronaldinho, tu le vois arriver, il est tout jeune, déjà quand même une grosse réputation. Toi qui avais connu Rivaldo au Barça, quand tu vois arriver Ronaldinho, tu te rends compte que ça va être un futur Ballon d'Or? Bah, disons qu'il en a toutes les capacités. Après, ça sera à lui de gagner en régularité, en efficacité et puis de mettre toutes ses qualités au diapason d'un effectif. Mais quand vous voyez au quotidien ce qu'il est capable de faire avec le ballon, vous dites, voilà, bah moi je joue au football, mais lui il fait quoi? Voilà, parce qu'on fait pas le même sport, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il y ait autant de différences de qualité entre deux joueurs. C'est, voilà, Ouais. c'est hallucinant. Et alors, alors Ronaldinho, il y a aussi une réputation de fêtard. Est-ce que tu as des anecdotes de fiesta un peu dingue où il vient de l'entraînement directement de la boîte de nuit ou est-ce qu'il arrivait quand même plus ou moins bien à masquer ses excès? Bah, de toute façon, je vais pas être, comment dire, apporter de la nouveauté. Tout le monde sait que Ronnie avait un goût particulier pour la fête. Il s'en est jamais caché. Et c'est peut-être justement dû à ça que il a eu une carrière qu'il a eue, mais elle aurait pu être beaucoup plus longue s'il avait eu un comportement plus professionnel. Mais oui, des moments où il est arrivé et que il avait fait la fête la veille où il n'avait pas forcément envie de s'entraîner, on le voyait tout de suite sur son visage et sur son manque d'envie de participer à la séance d'entraînement. Mais après, des anecdotes, non, j'en ai pas spécialement à raconter. D'accord, je sens qu'il y a une petite censure, mais c'est pas grave. Non, pas une censure, On va mais passer ce que je dessus. veux dire, c'est que c'était quelqu'un qui appréciait la vie, qui était quelqu'un de jovial, de festif, et voilà, il a profité, voilà, il a profité de sa présence à Paris pour découvrir tous les endroits qu'il appréciait. D'accord, Et justement, d'accord, c'est bien dit. c'était un des messages d'Alain Roche qui disait, c'est difficile d'être, de gagner à Paris parce qu'il y a beaucoup trop de tentations. Est-ce que toi, tu l'as Ouais, ressenti, beaucoup de distractions. ouais, beaucoup de distractions. Est-ce que tu l'as ressenti à Paris, ce risque de tentation? Alors encore une fois, il faut tout remettre encore dans son contexte parce que nous, à l'époque où moi je jouais à Paris, il nous était interdit de vivre à Paris. On se Ah bah devait d'accord. de, ouais, on se devait de vivre dans un périmètre assez proche de Saint-Germain-en-Laye.
Donc, automatiquement, ça enlève déjà toute tentation, même si Paris n'est pas loin, mais ça reste quand même, faut quand même faire le trajet. Maintenant, c'est sûr que c'est beaucoup plus problématique pour les joueurs parce que la plupart vivent dans Paris. Donc automatiquement, quand on a beaucoup plus de sollicitations. Et puis aujourd'hui, le projet parisien a pris une ampleur qui est quand même de grande envergure. Donc faut bien comprendre que tous les joueurs, et d'autant plus quand il y a des résultats, soient sollicités. Et puis surtout si il y a un soupçon de festivité chez les uns et les autres, qui répondent aux sollicitations. D'accord, très clair. C'est clair. Et Anelka, il a cette image à l'extérieur du vestiaire, on va dire. Il a une image qui est pas terrible, au final, un peu égoïste, un peu contrôlé par son entourage, qui a peut-être pas toujours été de bons conseils. Mais quand on entend ses coéquipiers, il y a quand même rarement, ou même ses entraîneurs, c'est généralement unanimement quelqu'un qui était très apprécié. Tu te situes où, toi, dans le débat par rapport à Anelka? Moi, c'est une personne que j'apprécie énormément parce que ce D'accord. que j'aime beaucoup chez Nico, c'est que c'est blanc ou noir. Nico a tendance à avoir ce faciès qui est assez dur et quand il apprécie pas ce que vous lui dites ou ce que vous dites, il s'en cache pas pour vous le dire. Et moi, ça, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié envers les personnes avec lesquelles j'ai évolué. Et Nico en fait partie, c'est-à-dire que des années après, 20 ans après, je l'ai revu il n'y a pas si longtemps. Voilà, toujours cette forme de respect. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas le personnage, mais moi, je sais que j'ai jamais eu aucun problème avec lui et c'est toujours une personne avec qui j'ai eu des discussions qui ont été enrichissantes, qui ont été constructives et que j'ai appréciées. Et justement, tu évoquais le fait d'être que tu as côtoyé des générations un tout petit peu différentes que les tiennes, mais en même temps, tu étais le capitaine. Comment toi, en tant que capitaine, tu gères des générations ou des personnes qui sont pas tout à fait comme toi? Vous savez, quand vous êtes capitaine, qu'est-ce que vous essayez d'avoir? C'est d'avoir un discours qui soit unanime, pour avoir comment dire, une force commune et d'aller tous dans le même sens. Donc, c'est essayer de trouver les mots qui rassemblent et puis afin d'atteindre un objectif commun. Maintenant, celui qui n'intègre pas, je dirais, ces valeurs-là, il s'écarte de lui-même. Donc voilà, c'est quand vous êtes capitaine, c'est plutôt avoir un discours rassembleur et puis avoir les mots justes pour justement avoir une considération pour tout le monde. Et puis ce qui est le plus difficile, c'est vous avez souvent un groupe qui est scindé en deux entre ceux qui jouent et ceux qui jouent pas. Et donc c'est simplement avoir ces mots de considération envers les joueurs qui jouent peu ou qui jouent moins pour leur dire non. Aujourd'hui, ouais, ok, tu joues pas ou tu joues peu, mais demain, ça peut être toi qui va intégrer le 11 titulaire et on va avoir besoin de toi. Et si tu es dans un état d'esprit qui est négatif, tu ne pourras pas apporter, tu ne pourras pas être performant. Donc voilà, c'est essayer d'avoir ce message quotidien et puis transmettre une énergie positive au sein d'un groupe. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas facile parce que vous avez des générations qui sont différentes, qui ont des points de vue qui sont différents et qui comprennent pas forcément. Alors, je ne dis pas que les plus vieux ou les plus expérimentés ont toujours raison, loin de là, mais cette expérience permet de faire face à certaines situations que ces jeunes ne connaissent pas ou qui n'ont pas encore connues. Tu as joué plusieurs fois la Coupe d'Europe. C'est quoi ton meilleur souvenir de ce type de compétition? Et c'est quelque chose qui est exceptionnel puisque en fin de compte, tout au long de la saison, on travaille dur pour obtenir les meilleurs résultats et puis pour être récompensé en fin de cycle, c'est-à-dire avoir la possibilité la saison suivante de pouvoir participer à différentes coupes d'Europe parce que maintenant c'est la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Conference League, vous l'appelez comme vous voulez, mais Ouais. c'est la juste récompense d'une régularité
d'une saison réussie. On a tous envie de jouer des matchs de ce type avec une confrontation qui est relevée, parce que bon, en général, quand on joue la meilleure des coupes d'Europe, qui est la Ligue des Champions, on se retrouve confronté à ce qui se fait de mieux en Europe. Et donc, ça permet aussi de se juger soi-même sur le niveau que l'on peut avoir, et si à un moment donné, on peut prétendre à atteindre des objectifs que l'on s'est fixés, c'est-à-dire jouer dans un tel ou tel club, parce que on a toujours des envies, et c'est par le biais des coupes d'Europe qu'on peut, comment dire, prétendre à atteindre ces objectifs. Est-ce que il y a un transfert qu'aurait pu se faire? Tu aurais pu rejoindre, bon, Bordeaux, tu nous en as parlé, mais est-ce qu'il y a un autre club que tu aurais pu rejoindre et ça s'est pas fait pour presque rien? Encore une fois, remettons tout dans son contexte, parce que depuis maintenant l'arrêt Bosman, c'est vrai qu'aujourd'hui, un contrat ne veut plus rien dire. Un joueur peut partir d'une année sur l'autre, même si l'année précédente, il a été acheté pour quelques millions. Avant, ça se passait pas forcément comme ça. Moi, j'ai eu différentes sollicitations durant mes années contractuelles au Racing Club de Lens, et notamment par Monaco, par Bordeaux. Il y a même des clubs anglais qui sont venus à plusieurs reprises ou manifester un intérêt, mais entre manifester un intérêt et passer à l'étape suivante avec une offre concrète, bon, bah, il y a encore un palier à franchir. Et aujourd'hui, oui, il y a un club qui s'est manifesté à plusieurs reprises. Ça a été Liverpool. Mais bon, Et pourquoi ça s'est pas fait? j'ai signé au FC Barcelone à la place. Donc, si vous voulez, ça a été un choix à faire. Aujourd'hui, on peut remettre en question le choix parce qu'il n'a pas réussi. Et puis, en plus de ça, l'année où j'aurais pu entrer dans l'effectif de Liverpool, c'est l'année où ils gagnent tout, le championnat, la Coupe d'Europe, la Coupe d'Angleterre et ainsi de suite. Donc, mais voilà, c'est comme ça. Gérard Rouillet, qui était l'entraîneur de l'époque, avait manifesté son désir de me recruter, et j'ai fait un autre choix. Okay, super. Pour revenir donc sur la Coupe d'Europe, notamment avec Lens, tu fais un bon run en Ligue des Champions. C'est quoi les meilleurs souvenirs que tu as de cette période Ligue des Champions avec Lens? Je peux pas ne pas évoquer la victoire contre Arsenal, qui a été quand même une victoire historique. Donc à Wembley, dans l'ancien stade de Wembley, avant qu'il soit refait. Pour moi, ça reste un élément marquant de ma carrière sur le plan sportif, surtout émotionnel, et puis aussi la visibilité que ça nous a donné, parce que pas grand monde donnait cher de notre peau sur ce match-là, et puis on a réussi à rivaliser avec cette grande équipe d'Arsenal, et même à gagner. On était la seule équipe française à gagner à Wembley lors d'un match hors équipe nationale. Et comment t'expliques justement cette capacité de Lens de faire tomber un club qui est sur le papier bien meilleur que Lens, mais de jouer mieux? C'est quoi la petite recette qui a eu lieu là sur ce sujet? Mais vous savez, c'était l'année du titre, hein. C'était l'année d'après du titre. Donc on était sur une dynamique positive, avec un groupe qui était exceptionnel. Franchement, c'était un groupe voilà, où moi j'ai pris énormément de plaisir tout au long de l'année. Donc après, c'est une question de, je vais vous dire, quand il y a une réussite, c'est une question d'effectif. Voilà, quand vous réussissez à créer une osmose entre l'ensemble des joueurs qui composent cet effectif, je vais pas dire que ça vous garantit des résultats, mais ça vous donne la possibilité, déjà d'une, par rapport au groupe et à l'esprit qu'il y a à l'intérieur de ce groupe, qu'à un moment donné, ça vous apportera des résultats. Donc après, voilà, il y a différents stades de résultats, mais vous savez que quand vous avez un groupe sain avec des valeurs et de la rigueur et du travail, quoi qu'il en soit, vous allez obtenir quelque chose de ces joueurs. Passage qu'on n'a pas évoqué, c'est ton moment à l'OM, et donc on a évoqué ta signature à l'OM, mais pas ton passage à l'OM en tant que tel. Finalement, ce passage à l'OM, en dehors du début, comme tu l'as apprécié, ça a été difficile. Comment tu l'as vécu ces années à Marseille? Non, c'est quelque chose que je suis content d'avoir vécu, parce qu'il y a cette ferveur populaire à l'Olympique de Marseille qui est extrêmement présente, et qui est extrêmement pesante également.
c'est un stade où on a envie de jouer, quoi qu'il en soit, parce que voilà, il y a comment dire, cette ferveur, cette présence, cette ambiance qui est Dingue. exceptionnelle. Moi, j'ai eu la chance de faire trois clubs en France, qui est Racing Club de Lens, le PSG et l'Olympique de Marseille. Ce sont des clubs où il y a une ambiance quand même de part et d'autre, et que Folle. voilà, il y a C'est aussi dingue. une certaine ferveur. Donc, mon passage à l'OM, j'en retiens de bonnes choses. Après, j'en ai aussi, je sais pas que j'en ai pas de regrets. J'ai simplement une frustration puisque on avait la première année, on avait une équipe qui était quand même très compétitive. Et malheureusement, quand on revient à ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire qu'on a à aucun moment on a réussi à trouver cette osmose, ce noyau dur qui permettait d'avancer de manière commune. Et voilà, donc on n'a pas obtenu les résultats qui étaient souhaités par le club, et ça a été c'est une frustration parce que on avait toutes les qualités requises pour pouvoir gagner le titre. Je vais pas avoir cette prétention, mais pouvoir rivaliser au moins avec les premières places, et ça n'a pas été chose faite. Et la deuxième année où on avait une équipe peut-être moins compétitive sur le plan individuel, mais on avait une ossature beaucoup plus collective, on a fait de bons résultats. Mais voilà, quoi. Ça a été 2 années très enrichissantes sur tous les plans, fatigantes aussi sur le plan nerveux. Mais, euh, Hmm. mais voilà, j'ai vécu 2 années qui m'ont permis de construire une autre facette aussi de ma personne. Ok, merci Fred. On va s'attaquer maintenant à la fin de notre entretien avec nos traditionnelles questions mitraillettes. Alors, il faut répondre à l'instinct sans te poser de questions. Première question, comment tu t'adaptais à tes adversaires ? C'est-à-dire, quel était ton secret quand tu devais gérer des attaquants adverses ? Connaître les points forts et les points faibles de son adversaire, et faire en sorte de toujours l'attirer sur ses points faibles. D'accord. Donc, tu avais une analyse technique ou tu le faisais à l'instinct? Non, non, c'est-à-dire que bien entendu, j'analysais mon adversaire avant la confrontation pour connaître ses points forts. Bien entendu que quand je me retrouvais face à un joueur qui était extrêmement rapide, qui n'était pas mon cas, j'évitais d'être au corps à corps avec lui, et de me faire éliminer sur un contrôle orienté. Donc je prenais toujours un petit peu de distance entre nous deux pour pouvoir jouer sur l'anticipation de son geste. Quel est le club contre lequel tu n'aimais pas jouer? Moi, bah je vais pas dire le pire, mais celui où difficile de trouver, pas l'envie, mais comment dire, La motivation. La motivation. voilà, chercher mon mot, pardon. La motivation, Ok. c'est Monaco. C'est Monaco, puisque à Monaco, vous êtes dans un environnement qui n'est pas propice à jouer au football. Et en plus de ça, quand vous avez 2 ou 3 000 personnes dans un stade qui est complètement vide, bah, c'est difficile. C'est difficile de trouver les ressources pour pouvoir jouer. Et voilà. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai jamais répondu favorablement à cette Pourtant, tu marques un but de dingue contre Monaco. Ouais, bon après que je ne savoure même pas, puisque au moment où je le marque, on perdait 2-0, donc je le marque pour le 2-1, et on le voit sur mon sur ma réaction Sur ton visage. voilà. Mais oui, oui, alors c'est vrai qu'à chaque fois que j'y retourne, ça me remémore un petit peu cet instant, mais voilà, c'est difficile de jouer à Monaco. Ouais, je comprends, mais t'es pas le seul à évoquer et on a eu Christian Pérez sur le podcast qui a détesté ces périodes monégasques parce qu'il avait l'impression de jouer pour personne. Ah ouais, ouais. Et puis moi franchement, hein, je tire mon chapeau aux joueurs de Monaco. Quand je vois que certaines années, ils arrivent à être champions de France, et de vivre ça au quotidien, Ouais. waouh, je dis bravo, quoi, parce qu'il faut trouver la motivation hebdomadaire pour pouvoir jouer devant un stade pratiquement vide, sans ambiance. Et ouais, c'est pas facile, quoi. Hmm. Pas facile. Pas facile. Quel est ton plus gros regret dans le foot? Tu dis que t'en as pas beaucoup, mais est-ce qu'il y en a quand même un? Mon plus gros regret, je dirais bah, celui qu'on a évoqué tout à l'heure. Non, il y en a deux. Ok.
Le premier, c'est de ne pas avoir eu l'opportunité de pouvoir m'exprimer en équipe de France sur un match complet. Mais c'est même pas un regret. C'est voilà. Bon, bref. Et le deuxième, c'est là aussi, c'est pas un regret, c'est une constatation. C'est de ne pas avoir savouré la victoire en Coupe de France par rapport à la bêtise humaine des supporters parisiens. Effectivement, de t'être mis la rate au courbouillon pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Ouais. Mais en même temps, l'évoquer, c'est leur donner de l'importance et donc il aurait même été préférable de pas l'évoquer parce que voilà. C'est clair. Est-ce que de temps en temps, tu te réveilles en sursaut et en rejoins un match Non. dans ta tête? Tu rêves? Non, jamais. Non. Okay. C'est surprenant, hein, mais aujourd'hui, j'en vis pas du tout le joueur de foot. D'accord. Ça me manque pas du tout. La seule chose qui me manque, c'est ce petit quotidien du vestiaire aux entraînements, arriver à voir. Vous voyez, aujourd'hui, on est en plein Jeux Olympiques. J'imagine bien les joueurs quand ils arrivent le matin, ils commentent les épreuves de la veille avec toutes ces ferveurs qu'il peut y avoir. C'est ce moment de partage et c'est cette odeur du vestiaire. Il y a que ça qui me manque, où on se chambre et voilà, où on a des centres d'intérêt qui sont différents, donc on discute. Voilà, il y a que ça. Après l'aspect footballistique, je suis passé à autre chose. J'ai un âge où aujourd'hui, je suis pas en capacité de pouvoir faire ces efforts physiques. Donc voilà, même si j'ai la chance aujourd'hui de participer à des matchs caritatifs, à des matchs de gala et tout ce qui s'ensuit, mais bon, il y a un moment donné, il faut voir la réalité en face et il faut passer à autre chose. Et ça, j'en vis pas. C'est juste ces moments de partage et de communion que l'on a dans un vestiaire qui sont vraiment particuliers que aujourd'hui j'ai plus. Quelle est la pire coupe de cheveux que tu as eue dans ta carrière? Ouais, parce que tu as eu pas mal de coupes différentes. Il y en a eu pas mal. Bah, de toute façon, je pense que sous chaque maillot, il y a eu des choses à redire. Mais il y en a un qui te parle plus que d'autres? Une coupe qui te dit, ah ouais, non, mais jamais plus, quoi. Il y a eu des colorations, il y a eu Ouais. la boule à zéro, il y a eu les cheveux longs. Il y a eu vraiment de. Et justement, t'as été souvent t'as joué à Lens. C'était qui le joueur le plus mal sapé à Lens? Oh, ça remonte à loin. Hein. Ouais, bah oui, mais il y a toujours quelqu'un qui, quand même, tu dis toujours, ah ouais, mince, ses parents, il y a son grand-père qui est mort il y a pas très longtemps. Ouais, mais après, c'est un mythe, mais bon, il y a Tony Vérel qui avait quand même des tenues particulières à Lens. Tony, il a marqué les esprits dans tous les sens du terme. C'est qui ton meilleur pote justement dans le foot? Bah, il y a Dani Garcia qu'on a évoqué tout à l'heure, avec lequel je suis toujours en relation parce que c'est vraiment une très belle personne. Bolo Zenden, pareil. Donc les deux gars sûrs de Barcelone. Ouais. Puis après, bon, il y en a plusieurs. Hein. Il y a des gens avec qui j'ai pas joué. Mais vous savez, la majorité des personnes avec lesquelles je suis encore en contact du milieu du foot aujourd'hui, ce ne sont pas des joueurs. Ce sont soit des kinés, soit les docteurs, soit l'intendant du PSG, voilà, le docteur du PSG, Hakim Chalabi, le kiné de Marseille, voilà, c'est des personnes avec qui j'ai tissé des liens et que aujourd'hui, bon, ce sont devenus des amis et que j'ai rencontrés dans un contexte qui est complètement différent. Question très dure. Quel est ton club de cœur? Bah, je vais vous dire le Racing Club de Lens parce que c'est celui qui m'a ouvert les portes de ma carrière. Et sans ce club, je ne serais pas arrivé à ce que j'ai réalisé. Donc je ne peux pas ne pas citer le Racing Club de Lens. Très bien, parfait. Merci beaucoup Frédéric, c'était super sympa d'avoir partagé ce moment avec toi. Bah, merci à vous et c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite bonne continuation et puis espérant que vous arriverez à trouver pour chaque épisode de vos podcasts des personnes qui pourront remplir de souvenirs un petit peu tous les auditeurs.
Ouais, c'est ce qu'on cherche. En tout cas, merci beaucoup. Ok, merci. Au revoir. C'est la fin de ce deuxième volet de notre épisode consacré à Fred DU. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est partout: YouTube, Facebook, Instagram ou même Twitter. Vous pourrez retrouver aussi notre site web avec tous nos épisodes et des articles: www.lepodcastdeslégendes.com. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au Podcast des légendes.